Bonjour à toutes et tous, merci d'être toujours présents et présentes, c'est trop chouette de voir qu'il y a toujours du monde qui suit. Donc là on est pour le déjà cinquième cours, je Ouais, crois. je crois. Ouais. Euh, Juste avant de commencer, donc on vous rappelle que la campagne de soutien à Joe elle est toujours en cours. Il y a toujours les lettres qui circulent, on vous invite vraiment à les transmettre, à les signer si ce n'est pas déjà fait. Et puis, il y aura une mobilisation qui a déjà été un peu annoncée le 1er avril sur le campus. Du coup, on espère vous voir nombreux et nombreuses. Du coup, je laisse la parole à Joe. Merci à tout le monde. Merci Tim, merci encore à vous toutes et tous pour votre présence, en espérant que aussi les cours sont utiles. Oui, comme ça a été dit, je crois que c'est le cinquième cours d'introduction, si on compte peut-être le sixième avec celle qui a suivi la conférence de presse. Donc toujours dans le but de transmettre un savoir critique et toujours dans le cadre de cette campagne, voilà, de maintenir en fait une présence sur l'université pour dire que nous on a envie, en tout cas moi et vous, maintenir un savoir critique, une liberté académique, une liberté d'expression. Ce cours s'inscrit dans cette perspective et de même de transmettre voilà, un savoir sur une région du monde qui est beaucoup couvert dans l'actualité, dans les médias, mais pas souvent de la meilleure des manières, et surtout quand on arrive à des mouvements que je caractérise comme fondamentalistes religieux, qui peut être aussi une forme d'anglicisme, peut-être en français vous entendez plus parler de mouvements intégristes, et juste revenir un peu sur quelques conceptions, mais aussi expliquer que quand on parle de ce genre de mouvement, particulièrement en Europe, on doit faire attention du cadre dans lequel on parle, du lieu, de sa position, c'est-à-dire dans des sociétés actuellement, que ce soit la Suisse ou plus généralement l'Europe, caractérisées par une islamophobie qui ne cesse d'augmenter, et cela depuis plusieurs décennies. Il y a une forme de racisme qui s'inscrit plus longuement dans l'histoire dans une forme de racisme anti-arabe, mais qui a eu une modification, une évolution dans les termes qui sont utilisés. On ne va plus parler de racisme anti-arabe directement, mais on va dire que le problème est fondamentalement lié à la culture des gens et non à leur ethnie, pour une manière, soi-disant, de présenter les manières de plus soft, mais le fond reste similaire. Le racisme étant une forme de volonté de contrôle et de discrimination d'une partie de la société pour rendre en fait l'exception la règle. Mais on peut revenir plus tard dans la conclusion sur ces différentes dynamiques que sont le racisme comme quelque chose de dynamique et non fixe à travers l'histoire. Et dans ce cadre-là, bien sûr, qu'on va parler des mouvements fondamentalistes religieux qui se revendiquent d'une religion qui est l'islam, bien sûr, ce problème est loin d'être réglé. Donc ça, c'est tout d'abord pour moi vous expliquer le cadre dans lequel je vais parler, tout en prenant conscience d'où je parle et les sociétés dans lesquelles nous sommes où ces problèmes existent. Ensuite, comme on a fait depuis le début du cours, c'est aussi de développer une perspective critique de tout mouvement politique, quelles que soient ses revendications, et de l'analyser de manière matérialiste avec les outils de sciences sociales qui nous sont à disposition. Et pour ne pas tomber dans une forme d'exceptionnalisme en disant que ce sont des mouvements dits religieux qui ne peuvent pas être analysés de la même manière que n'importe quel autre mouvement politique. Et ça, je pense que c'est une erreur. Et je vais essayer de le démontrer encore une fois aujourd'hui et analyser, développer cette analyse dans cette perspective en allant, alors ce que j'appelle le mouvement fondamentaliste religieux, ou les mouvements fondamentalistes religieux, aussi peut-être une autre chose à dire, c'est que souvent on parle du fondamentalisme religieux islamique, mais le fondamentalisme religieux existe dans toutes les religions, d'accord ? Et qu'il y a une expansion, une croissance de toutes les formes de fondamentalisme religieux, je dirais depuis les années 70, que ce soit fondamentalisme chrétien, juif, hindouiste, bouddhiste, etc. Okay, toutes les religions sont touchées par ce phénomène d'augmentation de ces dynamiques depuis plusieurs décennies, et en fait l'islam n'est pas une exception dans ce cadre-là. Maintenant, qu'est-ce que j'entends dans les mouvements fondamentalistes religieux ? Ça va des mouvements larges, que j'appelle plutôt, qui ont une stratégie gradualiste, comme on va étudier aujourd'hui particulièrement. Ce sont
par exemple les mouvements des frères musulmans, du Hezbollah au Liban, Hezb al-Da'wa en Irak, qui acceptent de participer par exemple aux élections, qui acceptent de participer dans ce cadre-là aux institutions de l'État. Et on reverra qu'il y a une zone grise qui nous permet de participer dans le jeu politique et de former des syndicats et autres, qui sont généralement des mouvements larges. Ensuite, on a des mouvements qui ont recours principalement à la violence ou à la mise en œuvre par la force à partir d'un État ou d'un embryon d'État, qui sont, je dirais, plutôt des types de mouvements qu'on va voir qui s'appellent salafistes djihadistes, de type État islamique, ou le soi-disant État islamique, Dawla Islamiyya, ou Daesh, comme on d'habitude aussi appelé en arabe, ou Al-Qaïda, qui est né, qui sont des formes de salafisme djihadisme moderne. Mais encore une fois, même dans les mouvements du salafisme djihadisme moderne, il y a des débats politiques de savoir comment gagner une partie de la population, et qui expliquent en partie la division qui a pu avoir lieu entre Al-Qaïda et l'État islamique. Et ce qui n'empêche pas que certains mouvements qui font partie de la deuxième catégorie peuvent, d'une certaine manière, être entre les deux. Un des meilleurs exemples aujourd'hui, c'est Hayat Tahrir al-Sham, anciennement Jabhat al-Nusra, qui sont au pouvoir actuellement en Syrie. Okay? C'est un mouvement qui prend ses sources dans le djihadisme international, qui aujourd'hui s'inscrit dans un cadre national, qui participe à des institutions qui, selon les définitions traditionnelles, sont loin de représenter un État islamique, pour l'instant en tout cas. Donc on peut voir que ces catégories nous permettent, et c'est l'avantage des catégories, c'est nous permettre de mieux en fait comprendre les dynamiques dans les différents groupes, mais que ces catégories aussi peuvent être fluides et changer à travers le temps. Il y a des exemples différents à travers le monde de mouvements, d'organisations dites djihadistes, salafistes djihadistes, qui sont passés d'une forme d'action transnationale à un cadre national. On peut parler des talibans en partie, mais il y a d'autres mouvements en Libye, en Égypte, et maintenant le cas de Syrie aussi, qui étaient dans un cadre transnational, qui sont passés dans un cadre national. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une diversité, même si on parle de mouvements intégristes religieux, islamiques, il y a une diversité en son sein. Et pourquoi aussi on parle de mouvement intégriste religieux? Ça fait aussi débat qu'on parle, parce qu'il y a beaucoup de termes qui est islam politique qu'on utilise, ou islamisme. Ces mots pour moi ne sont pas très utiles parce qu'on ne parle pas, par exemple, aussi c'est une exceptionnalité dans le cadre de l'islam où on va parler d'islamisme, on ne va pas parler par exemple des mouvements intégristes religieux, de christianisme ou de hindouisme, qui ferait qu'il y ait une continuation quasi naturelle entre mouvements intégristes religieux et islam. Donc c'est pour ça que je parle plutôt de mouvements intégristes religieux. C'était aussi le cas de Sadiq Jalal al-Azm, c'était un intellectuel syrien qui parlait plutôt de formes d'intégrisme. De même que l'islam politique, dans lequel on va mettre par exemple le parti de l'AKP en Turquie, dans le cadre de l'islam politique, jusqu'aux frères musulmans, aux djihadistes, etc. Alors que pour moi, l'AKP ne fait pas partie, si je devais le définir, dans un cadre d'une forme d'intégrisme religieux. C'est un parti que je qualifierais de nationaliste, de conservateur, et qui s'inscrit en fait dans les dynamiques, et d'ailleurs il faisait partie au sein du Conseil de l'Europe des partis de droite traditionnels. D'accord ? Mais je ne pense pas que le but en soi de l'AKP peut être similaire par exemple au mouvement des frères musulmans, d'un État islamique et autres, mais plutôt d'un nationalisme conservateur ou extra-nationaliste. Et d'ailleurs même là, il y a des évolutions. Si on regarde l'AKP, que lorsqu'il arrive au pouvoir à aujourd'hui, vous avez une montée d'un nationalisme très important quand il y a une perte d'hégémonie politique de l'AKP, particulièrement à la suite des mouvements de Gezi Park en 2013, et l'échec du traité de paix, pas du traité de négociation de paix avec le PKK s'est effondré. Et on a vu le côté nationaliste beaucoup plus être renforcé. Donc même là, il y a des évolutions. Donc ça, c'est juste une introduction un peu large sur le cadre dans lequel je parle, sur qu'est-ce que j'entends par intégrisme religieux et de leur diversité. Ok ? Maintenant, quelles sont leurs origines ? Leurs origines, elles viennent véritablement du 19e siècle. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière dans le cadre de la Nahda,
la Renaissance arabe, vous avez, on a plutôt parlé la semaine passée, d'une Renaissance qui touchait dans les cadres des mouvements qui se revendiquaient al-Watan, la patrie, plutôt des nationalismes dans une forme laïque et autres, mais il y avait tout un versant aussi du réformisme islamique libéral. Et s'il vous plaît, s'il y a une ou deux questions de manque de clarté, vous m'arrêtez, on s'arrête 5 minutes. D'accord, je te veux comme ça. Ça va? Ok. Donc le réformisme islamique, il y a tout un débat aussi sur le terme qui peut être utilisé, parce qu'au début du 19e siècle, certains nombres vont se revendiquer de la salafiyya, c'est-à-dire du salafisme, mais qui n'a pas du tout la même perspective qu'aujourd'hui. Okay, un salafisme profondément conservateur, contrairement à ce réformisme islamique qui va se développer au 19e siècle au sein d'un certain nombre d'intellectuels, en Égypte, en Syrie, en Irak, en Inde et autres, où le véritable slogan pour eux, c'est le terme islah. Ça veut dire la réforme en arabe, c'est la réforme des institutions, la réforme de la religion, la réforme de la société dans laquelle on vit. C'est un courant intellectuel animé par des savants religieux en lutte contre à la fois certaines pratiques populaires considérées comme étrangères à l'islam, et là, au sein de ce réformisme, il y a de suite une opposition de choses qui étaient considérées comme en dehors des pratiques originelles de l'islam, notamment tout ce qui est la question des soufis, ou la question du soufisme, ou de des fêtes qui ont lieu autour de certains personnages au sein de l'histoire islamique et autres. Pour eux, ça sortait, et ça, c'était des pratiques qui étaient considérées comme étrangères à l'islam. Une volonté d'une modernité islamique, on le verra, notamment à travers l'éducation, et de faire rentrer dans le cursus académique de plus en plus aussi des matières qui étaient considérées comme profanes, c'est-à-dire en dehors du religieux et autres. Et aussi face à la domination occidentale. Le 19e siècle, c'est de plus en plus l'intervention au sein de l'Empire ottoman des différentes puissances occidentales, de ce qu'on appelait alors l'homme malade de l'Europe. L'Empire ottoman, vous avez diverses interventions qui se font ou bien par guerre, occupation et autres. Donc on voit par exemple la France prendre le contrôle de différents territoires qui étaient auparavant sous le contrôle de l'Empire ottoman, ou bien aussi des formes qui sont soutenues, mais c'est aussi des formes à ce moment-là, si on regarde la Grèce au XIXe siècle ou dans les Balkans, une volonté de libération nationale par rapport à l'Empire ottoman. Mais aussi c'était fait de manière différente. Pour faire un lien avec l'actualité, c'est aussi pour ça que toute la question de la défense des dites droits des minorités, souvent on veut dire chrétiennes orientales, a été un instrument d'exploitation par les puissances occidentales pour permettre plus d'intervention dans les affaires internes de l'Empire ottoman. Donc la défense par exemple des chrétiens d'Orient par la France, la dite France très très laïque, mais qui se présentait comme mère des catholiques ou des chrétiens d'Orient. Donc ils avaient un certain nombre de traités qui leur permettent des interventions au sein de l'Empire ottoman au nom de la défense des minorités. Et ils avaient aussi différentes puissances qui utilisaient ça. La Russie, l'Empire de Russie par rapport aux populations orthodoxes orientales. D'accord ? Donc ils sont dans ce contexte politique de réforme de l'Empire ottoman pour faire face à ces interventions occidentales, mais aussi se rendre compte qu'on est dans une phase un peu de retard sur le progrès des institutions, sur la réforme de la religion et autres. Et ils militent aussi au sein de l'Empire ottoman, ils sont aussi contre des formes d'autoritarisme rampant, on peut dire, au sein de l'Empire ottoman, particulièrement après la prise de pouvoir de Sultan Abdelhamid II, après 1876, après la constitution qui sera suspendue. Donc ils militent pour un gouvernement constitutionnel, je vous ai dit, pour l'adoption de méthodes d'enseignement scientifique au sein du curriculum, donc de matières profanes, l'apprentissage de technologies modernes ainsi qu'une interprétation souple et adaptée de la loi religieuse. Quels sont aussi les autres contextes dont je vous parlais ? Au sein de l'Empire ottoman, c'est tout le mouvement des tanzimat, des réformes, par rapport à l'intrusion de plus en plus importante des puissances occidentales. Les dirigeants de l'Empire ottoman se rendent compte qu'il faut moderniser l'Empire ottoman, mais aussi de plus en plus intégrer
les formes d'accumulation capitaliste. Et c'est là où vous avez tout un développement de ce qu'on a appelé le système fiscal, ou bien de la question de la propriété privée qui se développe de plus en plus, et dans cette perspective de modernisation aussi économique, mais modernisation économique vers plus un système capitaliste d'accumulation de capitaux. Donc vous avez, comme je vous disais, en 1876, la promulgation de la première constitution et l'élection d'un premier parlement de l'histoire de l'Empire, mais qui sera suspendue quelques années auparavant. L'éruption aussi de cette idée d'État moderne, qui aspire à modérer la sphère religieuse, c'est là, de plus en plus, on va construire un peu ce qui va devenir de plus en plus institutionnalisé, toutes ces élites religieuses ou affiliées avec l'État central, qui seront très souvent, et à travers même période post-indépendance, la plupart des élites religieuses qui sont affiliées aux institutions étatiques ont pour rôle principal de légitimer le pouvoir. D'accord ? Que ce soit pouvoir religieux ou basé sur la religion, en Arabie Saoudite, avec les Wahhabites, ou bien dans des régimes dits laïcisants ou allant vers le nationalisme arabe. El-Azhar, après l'arrivée de Nasser au pouvoir, va avoir comme rôle principal de légitimer le pouvoir de Nasser. En Syrie, c'était la même chose. Les oulémas principaux choisis avaient pour fonction principale de légitimer le pouvoir en place. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des dynamiques propres internes dans les courants religieux, de concurrence et autres, mais la volonté d'affilier avec l'État moderne, c'était pour légitimer souvent son pouvoir. Aussi, le développement de l'imprimerie en langue arabe, persane et ourdou permet cette diffusion aussi des savoirs, des débats religieux et autres. On en a parlé lors de la semaine dernière aussi dans cette Nahda par rapport au nationalisme arabe, les premières dictionnaires en arabe et autres, et que aussi ça avait été utilisé par toutes les différentes églises chrétiennes orientales pour diffuser la Bible en arabe à leur communauté et autres. Le même, ça se passe au sein des courants réformistes islamiques. Accélération des circulations et des échanges, conséquence du progrès des transports. Aussi, les idées progressent, les idées, voyagent de l'Europe au Moyen-Orient, Afrique du Nord. Donc il y a un échange constant de ces débats. Et on reviendra notamment sur le cas de Rachid Rida et son évolution, qui va représenter vraiment un peu la contre-réforme islamique, mais au niveau des transferts des idées. Et une réponse islamique, comme je vous disais, à l'impérialisme, c'est-à-dire de dire, par rapport aux interventions continues des puissances occidentales, on veut une réponse qui unit les populations islamiques face aux interventions impériales occidentales au sein de l'Empire ottoman, qui est à ce moment-là considéré comme le califat islamique, le sultan étant le représentant de ce califat. Donc ça, c'est un peu le contexte. Maintenant, on va passer de quelques intellectuels qui ont marqué le réformisme islamique, qui sont, en premier lieu, Jamal ad-Din Afghani, qui va jouer vraiment un rôle de conseiller un peu du prince, qui est un intellectuel qui va essayer d'unir les musulmans au travers de leurs différences communautaires, que ce soit sunnites ou chiites. Parce qu'il faut savoir que le califat islamique de l'Empire ottoman, c'était représentant au niveau des populations musulmanes sunnites, alors que vous aviez l'Empire safavide en face, qui était considéré comme un ennemi de l'Empire ottoman, majorité chiite. D'où son nom, al-Afghani, probablement était originaire de l'Afghanistan, et certains disent qu'il était même chiite, mais qui visait à unir chiites et sunnites dans une perspective face aux interventions occidentales, d'unir une réponse islamique face aux défis, mais aussi, il était aussi dans une perspective de modernisation très forte de la religion islamique, en disant que l'islam est totalement capable d'intégrer la modernité, les institutions modernes et autres. Il aura des débats, c'était lui, oui, il aura des débats au Collège de France, notamment avec Ernest Renan, qui était considéré comme l'orientaliste traditionnel de cette époque, qui considérait l'islam comme tout ce qui était le plus réactionnaire, incapable de se moderniser ou de faire face à la modernisation, des débats qui sont jusqu'à aujourd'hui malheureusement présents quand vous regardez particulièrement les télévisions françaises à quelques, disons,
nuance sur les débats, il y a ce genre de continuation de discours traditionnel orientaliste. Donc Jamal ad-Din Afghani va être vraiment à une figure, à une place particulière dans le réformisme islamique, comme le premier penseur à parler des différents sujets qu'on a mentionnés auparavant sur la question de l'éducation, sur la question de la modernisation, faire face aux puissances occidentales et autres. Un de ses élèves très connus, qui sera Mufti d'Égypte, c'est Mohamed Abdou, qui va, il sera un très grand éducateur, il mettra beaucoup d'emphase sur l'éducation. Il sera critiqué par certains nationalistes égyptiens parce qu'il aurait dit, avant de pouvoir l'indépendance, il faut qu'on ait un peuple éduqué et formé. Mais voilà, il va continuer dans cette perspective de modernisation, de volonté des institutions. Il sera critique de l'Empire ottoman, il était en Égypte, aussi critique de la présence et de l'occupation anglaise de l'Égypte, et va aussi développer déjà, pas de manière très profonde, mais qui se retrouvera beaucoup plus chez Rida, mais une critique déjà de l'islam chiite, qu'on retrouvera plus profondément chez certains courants salafistes par la suite. Pas forcément des frères musulmans en Égypte au début, qui n'était pas du tout un focus pour ce mouvement dans les années 20 et 30. Et déjà voit possiblement le wahhabisme comme quelque chose de positif. Donc il a ses contradictions, on peut dire, mais il sera aussi, dans cette perspective, demande d'un gouvernement constitutionnel, réforme des institutions modernes de l'Empire ottoman, intégration de certaines de ces dynamiques. Tous ces acteurs sont aussi dans une perspective de modernisation, dans une perspective ultra-capitaliste, sur le commerce, sur l'accumulation des capitaux, développement de la propriété privée et autres. Ils sont vraiment dans cette ligne. Également, un autre penseur qui sera relativement important, mais qui nage un peu ou est traditionnellement posé dans le réformisme islamique, mais on retrouve aussi, il a des références chez les nationalistes arabes, c'est Abdelrahman al-Kawakibi, je pense que j'en ai mentionné la semaine dernière, et ses livres en partie en français traduits, Le despotisme, où il sera assassiné par l'Empire ottoman. Il avait trouvé refuge en Égypte pour ses écrits critiques par rapport à l'Empire ottoman et l'autoritarisme et la nécessité d'une nouvelle classe de oulémas religieux qu'il critique. D'ailleurs, c'était une critique qui revenait chez tous ces penseurs réformistes islamiques en disant que la plupart de l'élite religieuse qu'on pouvait trouver au sein de l'Empire ottoman était plutôt une élite religieuse qui cherchait à légitimer. L'Empire ottoman ne posait pas beaucoup de discours sur la nécessité d'une réforme des institutions, d'une plus grande démocratisation, que ce soit de l'éducation et autres. Et on retrouve ces critiques chez tous ces penseurs. Donc la nécessité de créer aussi une nouvelle élite religieuse qui est capable de répondre aux défis du XIXe siècle, aux défis de la modernité des institutions, aux défis des puissances occidentales et autres, et qui ne laisse pas en fait le peuple ou la majorité de la population de l'Empire ottoman dans l'ignorance, on peut dire, d'une certaine manière. Ce qui va ajouter, c'est ce qui fait son côté un peu plus nationaliste arabe, c'est que l'Empire ottoman, c'est en fait en partie parce il y avait une majorité au sein de l'Empire ottoman, un nationalisme turc qui se développait. Le problème, c'est aussi que ceux qui ont hérité du califat ne sont pas des Arabes qui peuvent comprendre le Coran. Ce n'est pas leur langue originelle. Et donc, il faudrait que le califat soit centré dans un pays arabe qui parle l'arabe parce qu'ils ont une meilleure compréhension de la religion révélée et autres. Alors, ce qui va en contradiction en partie avec le message universaliste que sont à la fois l'islam et le christianisme, d'aller vers toutes les populations dans le monde sans différence d'ethnie. Mais donc il avait ce discours en partie, c'est aussi pour ça qu'il sera pris un peu par les nationalistes arabes lors des luttes contre l'Empire ottoman, lors de la grande révolte arabe, lors de la Première Guerre mondiale. Celui qui va vraiment avoir une influence importante, c'est quand même Abdou, qui va avoir plusieurs écoles, on peut dire, en tout cas 2 écoles principales, ou même 3, disons, d'élèves
Il y a les gens qui s'inscrivent toujours dans le réformisme islamique, et c'est ce genre d'auteurs, Ahmed Lufti Sayyid, Qasim Amin, qui est considéré comme un des premiers auteurs à défendre, ou en tout cas à prendre la question des femmes, leur défense, la nécessité d'éducation des femmes dans une perspective islamique de manière relativement importante, ou Ali Abdelrazek, qui sera important, et son livre sera longtemps interdit parce qu'il disait qu'il n'y avait pas, au sein de l'islam, à la suite de la fin du califat islamique, en Turquie, il dira l'islam n'a jamais imposé un modèle politique pour gouverner sur les musulmans et les musulmanes. Et dès lors, le califat islamique n'est pas du tout une obligation religieuse. Et son livre sera pendant très longtemps interdit en Égypte à cause de cette position. Mais ces auteurs se posaient plutôt dans un réformisme islamique libéral, d'accord, dans ce qu'on a expliqué. Vous avez aussi des autres étudiants, j'ai envie de dire, de Mohamed Abdou, qui se trouveront dans la tradition plus nationaliste égyptienne, comme Saad Zaghloul, qui jouera un rôle relativement important dans la lutte contre l'occupant britannique. Et puis il y a une autre qui sera plus dans la contre-réforme islamique, qui est une réaction à la chute de l'Empire ottoman, à la fin du califat islamique, et surtout de l'occupation occidentale de la majorité des pays arabes, de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et de la montée d'autres courants qui s'inspirent de différentes formes de socialisme, de libéralisme démocratique et autres, qui, pour ces auteurs, vont un peu contre, pour eux, une sorte de société naturelle islamique. Et le père spirituel, ça sera Rachid Rida. Et pourquoi on parle de contre-réforme islamique? Parce que c'est un véritable mouvement et qui va reprendre toute la tradition de la réforme islamique, mais dans un courant véritablement conservateur. Mais pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est cette évolution politique, de l'émergence de la contre-réforme islamique, est liée aux évolutions politiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Rida, c'est quelqu'un qui a énormément évolué, comme je vais pouvoir l'expliquer. Il est d'abord un élève, comme j'ai dit, de Mohamed Abdou. Ils vont commencer le journal El Manar au Caire, qui sera relativement important. El Manar, donc, c'est le phare, hein, ça signifie en arabe le phare. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce terme est repris, ça ne vient pas forcément d'avoir le journal, mais que vous sachiez, par exemple, la télévision du Hezbollah au Liban s'appelle El Manar, donc le phare. C'est un disciple, comme je vous ai dit, de Abdou, mais il va être vraiment l'aspirateur de la contre-réforme. Et qu'est-ce qu'on entend par contre-réforme? C'est un rejet traditionnaliste, strictement conservateur de la réforme, ou son inversion, mais bien une réforme qui peut même être profonde, à finalité conservatrice, à l'instar de la contre-réforme catholique suscitée par la réforme protestante, pour ne pas tomber dans une forme d'exceptionnalisation. On a eu ces autres mouvements, également dans d'autres régions du monde. Et il va se rapprocher de plus en plus de la doctrine puritaine du hanbalisme. Vous avez différentes écoles au sein de l'islam sunnite, achaïrisme et autres. Et le hanbalisme, c'était vraiment ce qui va inspirer en partie les tenants wahhabites. C'est un courant religieux qui va se développer surtout dans la péninsule arabique et qui va prendre le pouvoir avec cette alliance, souvent entre, on va dire, le Coran et l'épée, entre les Saouds et ceux qui vont développer la doctrine wahhabite. Il va devenir un défenseur résolu du régime saoudien et du wahhabisme. Et d'ailleurs, son journal sera financé par le royaume saoudien. Mais pourquoi, j'ai envie de ce personnage représente l'évolution politique? Pourquoi on est passé, en fait, en partie, reflète cette évolution entre un réformisme islamique ouvert, libéral, dans son message, à une contre-réforme. Parce que Rida lui-même va symboliser ce passage. Rachid Rida, il va s'opposer déjà au mouvement des jeunes Turcs. Non, il va d'abord le soutenir, mais surtout il va refléter à un moment donné cette volonté entre les réformistes islamiques libéraux et une partie des nationalistes arabes de plus de tendance séculière, vouloir trouver une solution qui est propre à eux. Et en fait, il va participer à la révolte arabe. Et lorsqu'il y a la tentative de faire le royaume arabe syrien, qui, à la suite de l'Empire ottoman, réunit à la fois la Syrie, le Liban et la Palestine, qui va vivre pendant quelques mois avant d'être mise
mise au pas par la France qui va mettre fin à ce royaume, et il va y avoir une division. La Syrie et le Liban vont passer sous contrôle du mandat français, et la Grande-Bretagne, comme vous savez, sous la Palestine sous la Grande-Bretagne. À ce moment-là, lui, il va participer au congrès syrien en 1919 et va jouer un peu de relais. Il sera le chef de ce nouveau parlement syrien entre plutôt les laïcs et plutôt ceux qui s'inscrivent dans un conservatisme islamique. Et il va y avoir une première constitution qui a fait l'objet de grands débats. Cette première constitution, d'ailleurs, qui va influencer un certain nombre de débats constitutionnels dans le reste des pays arabes, c'est par exemple sur la question de la nature de l'État. Les conservateurs islamiques disent il nous faut déclarer que la nature de l'État est islamique. Les laïcs disent non, c'est pas possible, on représente tout le monde, cette constitution doit représenter tous les Syriens et Syriennes, et on a une différence de confession, et puis de quelle religion islamique on parle, quelle nature, et autres. Et lui va trouver comme moyen de mettre d'accord les gens, où ils disent, et le slogan de l'époque est revenu là dernièrement, d'ailleurs c'est intéressant, c'était l'époque de l'indépendance, le mouvement qui, durant le mandat français et après, et qui est revenu dernièrement, c'était le slogan « La patrie pour tous et la religion à Dieu ». Donc comme ça mettait tout le monde d'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il va proposer ? Alors il faisait ces allers-retours lors du congrès syrien. Il va dire, ok, la nature de l'État, on ne dit pas ce que c'est, mais le roi, il doit être musulman. Et si vous regardez toutes les constitutions, un grand nombre de constitutions, jusqu'à aujourd'hui, la constitution syrienne, la nature de l'État n'est pas forcément précisée, mais le président, et ça a suivi après que c'était le roi, doit être un musulman, un homme musulman, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de ça. Un autre débat, c'était quelle place donner à la charia, la loi islamique. Donc il y avait des combats pour dire la principale source de loi, d'autres disaient une des principales sources, et ça reste des débats jusqu'à présent. Mais en tout cas, il s'inscrivait, il était dans ce cadre-là, et c'est véritablement les occupations, la fin et la collaboration aussi, parce que c'est à ce moment-là, le royaume hachémite est à la tête de la Syrie. Et ils essaient de trouver des deals avec la Grande-Bretagne, la France et tout ça, ça va vraiment le détourner. Et on va voir toute l'occupation de cette région par les puissances étrangères. Donc il va se sentir à la fois trahi par les puissances étrangères occidentales, par le royaume hachémite, et il voit qu'un seul État à l'époque qui est véritablement indépendant de ces puissances occidentales, c'est l'Arabie Saoudite, le royaume saoudien, qui va officiellement dire son indépendance dans les années 30, mais qui va prendre du terrain sur les hachémites qui sont en perte de faiblesse, en perte, et autres, et il va se faire de plus en plus le défenseur du royaume saoudien. Il faut savoir que le royaume saoudien, à cette époque aussi, fait une offensive, une campagne médiatique, pas simplement pour recruter, pour légitimer son pouvoir et le wahhabisme, des réformistes islamiques de type Rachid Rida, mais vous avez aussi des formes de nationalisme laïque qui vont être attirées, alors pas simplement par leur message seulement, peut-être par du financement, mais vous avez un intellectuel libanais qui s'appelait, je crois, Amir Rihani, qui va aller en Arabie Saoudite saluer l'Arabie Saoudite comme seul État arabe non occupé par des puissances occidentales. Donc vous aviez aussi cela. Un autre exemple pour vous montrer l'évolution de la pensée de Rachid Rida par rapport à ce qui est écrit, c'est que, alors qu'il va lui dire il faut rétablir l'État, un califat islamique, il va développer un discours très anti-chiite, très anti-juif, et ça aussi, ce développement aussi par rapport à une réaction par rapport au développement du mouvement sioniste en Palestine et autres. Pour vous donner un exemple, c'est un personnage à la fin du 19e siècle, Rachid Rida, au début 20e, et quand je vous disais les idées, voyage et autres, qui va écrire une lettre quand il était en Égypte, où il va participer au débat pour dénoncer la campagne antisémite contre le capitaine Dreyfus en France, en disant il faut défendre le capitaine Dreyfus face à ces attaques antisémites. Nous, les sémites, nous sommes des frères et des sœurs, ces campagnes sont inacceptables. Donc vous voyez comment il écrivit ça en 19e siècle, fin 19e siècle, et l'évolution des années 1920, 30, à la fois face
au contrôle des puissances occidentales de ces régions, mais aussi à la montée du mouvement sioniste. Okay, donc il y a une évolution de sa pensée, très claire. Pas vers le mieux, en l'occurrence, hein, vers le moins bien. De même, il développe un discours très anticommuniste, très antikémaliste, plus généralement laïque, parce que c'est aussi l'émergence à ce moment-là, dans les années 1920, 1930, je te vois tout de suite, de mouvements communistes, de mouvements socialistes, d'idées laïcisantes, développement des mouvements aussi qui vont se développer, des mouvements de femmes et féministes et autres. Pour lui, qui remet en cause la société traditionnelle islamique. Il voit ça comme une menace. Oui. Tu peux rappeler ce que c'est kémaliste? C'est de Mustafa Kemal, Atatürk, le père des Turcs, qui va établir la dite République moderne de la Turquie, qui jusqu'à aujourd'hui, voilà, a une influence considérable sur la scène politique turque, et dont le principal parti d'opposition actuellement en Turquie se réclame jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, tout le monde se réclame un peu maintenant du Kemali, même de l'AKP, qui historiquement était plutôt en contradiction. Donc il va développer vraiment, dans cette perspective de contre-réforme islamique, mais vraiment comprendre l'évolution de sa pensée par rapport aussi à l'évolution du contexte politique dans la région. Et il s'oppose aux penseurs réformistes dont on a en partie cité aussi auparavant. Il y aura de nombreux débats très durs envers ces penseurs réformistes islamiques. Un des disciples de Rachid Rida, un de ses élèves, sera Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans en Égypte. Ils vont d'ailleurs écrire ensemble une partie. Hassan al-Banna va reprendre le journal Al-Mana pendant un moment. La pensée de Rida va fortement influencer le mouvement des Frères musulmans qui va émerger à fin des années 20, dans son programme notamment prenant l'islamisation de la législation et le retour de l'institution califale. Il reste cité aussi, Rachid Rida, très souvent dans les mouvements salafistes, même si d'autres penseurs ont une prépondérance, mais il a une importance aussi particulière dans les mouvements salafistes. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là sur les origines de comment on est passé du réformisme islamique à la contre-réforme? Ça va? Maintenant, de cela va émerger ce qu'on va appeler les mouvements issus de cette contre-réforme, notamment le mouvement des Frères musulmans, mais d'autres aussi penseurs intégristes qui s'inspirent de cette contre-réforme. Il y a 3 penseurs qui vont influencer énormément le développement des idéologies, on peut dire, au sein des Frères musulmans et parfois aussi au sein du salafisme. C'est Hassan al-Banna, Maududi au Pakistan et Saïd Qutb, avec des différences relativement importantes. Pour Hassan al-Banna, donc tout d'abord les Frères musulmans, Hassan al-Banna dans la ville de Ismaïliye, qui est occupée par les Britanniques, il y avait une base britannique là-bas. Il va d'abord être dans une perspective de travail de charité, de ce qu'on appelle traditionnellement aussi de ce travail de da'wa islamique, c'est-à-dire la da'wa, l'appel à l'islam pour propager le message de l'islam et autres. Mais après, il va prendre une tournure beaucoup plus politique dans les fin des années 20, dans le contexte que je vous ai expliqué en partie, de changements sociétaux, émergence de nouvelles idées politiques, présence des puissances occidentales et autres. Et pour lui, l'islam, il faut le voir comme un concept totalisant, une conception totalisante. Le terme en arabe qui est utilisé, c'est shumuliyya. Parfois, certains auteurs, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, mais on traduit de manière totalitaire. Je ne pense pas que c'est la bonne traduction, dans une volonté de faire un peu une comparaison entre fascisme et mouvement des Frères musulmans et autres. Moi, j'ai toujours refusé la caractérisation de fascisme à ces mouvements. Je pense qu'il y a des distinctions entre ces deux mouvements et que pour eux, ce n'est pas une conception totalitaire de la société, mais totalisante de l'islam. Comme quoi l'islam est à la fois dogme, culte, patrie et nationalité, religion et État, spiritualité et action, dans le sens qui veut dire que l'islam a une réponse à toute chose au sein de la société. Et pour lui, séparer les aspects, qu'ils soient économiques, socio-culturels, politiques et autres, serait céder à une forme de laïcité européenne et réduirait l'islam seulement à sa dimension religieuse, ce qu'il refuse totalement. D'accord ? Donc dans ce cadre-là, pour lui, son programme est totalisant. L'islam est totalisant dans les réponses qu'il peut donner à la société et autres.
Ensuite, Maoudoudi. Aussi, le contexte politique est très important et il va beaucoup influencer notamment les mouvements salafistes djihadistes, mais certains autres mouvements frères musulmans, et il va influencer notamment Saïd Qutb. Le contexte politique, c'est quoi? Donc il a d'abord un pays qui est dominé par l'occupation britannique, qui sont considérés comme des infidèles, selon lui. Et en même temps, la perspective d'un futur gouvernement qui allait vers les païens d'hindous ne le satisfaisait pas non plus. Et eux ne sont pas forcément contre la séparation Inde-Pakistan. Ils étaient vraiment pour la mise en place plutôt d'un État basé sur l'islam. Et on va voir aussi ce qui va se développer par la suite. Il va fonder la Jama'at al-Islami, la Société des musulmans en 1941, conçue comme une sorte d'avant-garde de la communauté musulmane. Le parti a joué un rôle majeur dans l'islamisation de l'État pakistanais, mais plus important, et c'est ça aussi là, l'influence qu'il va avoir sur Qutb notamment, mais d'autres penseurs salafistes djihadistes, etc., c'est que son idéologie, elle est ultra conservatrice et confessionnelle. Il voulait un État islamique et non simplement musulman. C'est quoi la différence? Pour lui, ça n'allait pas qu'un État qui ait des musulmans à sa tête ne mette pas en place un État islamique. Et ce n'est pas suffisant pour lui qu'on ait un État à majorité musulmane. Il faut un État islamique. Et il va développer cette idée, cette distinction, qui sera reprise par la suite par les djihadistes, en partie. Les musulmans complets, full Muslims, et les musulmans partiaux. Ça veut dire qu'il remettait en doute l'intégrité religieuse de ces co-religionnaires qui ne pensaient pas comme lui et qui étaient au pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'il va participer à l'islamisation aussi de l'État pakistanais à différents moments, mais c'était de dire que ceux qui étaient à sa tête, qui ne mettaient pas en place la charia islamique, n'étaient pas des vrais musulmans. Ils étaient des musulmans partiels. D'accord? Et ce qui sera repris de manière beaucoup plus violente par d'autres courants salafistes djihadistes. Oui. Pas la différence entre l'État islamique et l'État simplement musulman. La charia, par exemple, elle est mise en place dans les deux ou pas? Non. C'est quoi la différence? C'est ça la différence. C'est que dans un État islamique, par exemple, normalement, tu as la mise en place comme loi de la charia. Un État musulman, et c'est ce qui était en fait l'idée des Britanniques, c'est que tu avais majoritairement l'Inde, un État hindou, et Pakistan qui était un État pour les musulmans. Mais ça ne veut pas dire que tu as une majorité musulmane, que tu as la mise en place de lois islamiques. Ça peut être un État laïque, mais composé majoritairement de musulmans. Et pour lui, ça, ce n'était pas suffisant. Lui, ce qu'il voulait, c'était un État islamique. Tu vois la nuance? Oui. Mais dans un État musulman, ça veut dire que la majorité de la population, comme on pourrait dire que la Suisse c'est un État chrétien, ou ça veut dire que dans un État juste musulman, tu n'as pas de loi, il n'y a pas de. La religion n'intervient pas dans le. Tout à fait. Ce qu'on entend par État musulman, c'est-à-dire un État composé d'une population majoritairement musulmane, mais où les institutions peuvent être de tout ordre, laïques ou pas. Par exemple, les pays européens sont des pays à majorité chrétienne, mais ça ne veut pas dire qu'on a un État, disons, qui est basé sur le fondamentalisme chrétien, par exemple. C'est plus clair? Et cette distinction va devenir de plus en plus importante au sein notamment des salafistes djihadistes. Et il faut savoir que cette idée qu'il y a certains gouvernements ou gouvernants qui se revendiquent de l'islam ou qui sont musulmans, mais ne sont pas réellement des musulmans, était inspiré déjà d'un penseur qui s'appelait Ibn Taymiyyah, qui est du XIIIe siècle, XIVe siècle, qui sera inspirateur parce que c'est lui qui va en partie dire qu'on peut lutter contre un gouvernement musulman, car ce dernier n'est pas réellement musulman. Il développe une idéologie mensongère pour se présenter comme musulman alors qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est à l'époque où vous avez les puissances mongoles qui ont envahi une partie de l'Irak, de la Syrie, qui sont au pouvoir et qui vont adopter l'islam pour la conquête et pour gérer ces populations, mais lui va les accuser de ne pas être vraiment musulmans. De même, il va développer aussi des campagnes à ce moment-là très dures, c'est ça aussi qui sert
de référence pour certains mouvements salafistes djihadistes contre les minorités chiites du Levant, de Syrie. Donc Saïd Qutb, qui va être inspiré en partie de Mu'tammiyya, mais plus particulièrement de l'auteur pakistanais Maudoudi, va aussi poser la sortie de la question de la jahiliyyah. Alors, jahiliyyah, c'est l'ignorance, mais c'est aussi tout ce qui est avant l'avènement de l'islam. Donc pour eux, tout ce qui est avant l'avènement de l'islam, on est dans une période d'ignorance, avant que le message révélé se soit étendu. Et pour lui, les pays arabes, dans leur grande majorité, sont dans la jahiliyyah, sont dans l'ignorance, parce qu'il n'y a pas de mise en place d'un État islamique. Pour lui, ce qu'il faut mettre en place, c'est la souveraineté totale et le règne de Dieu, qui est connu sous le concept de hakimiyya, comme condition sine qua non de la foi musulmane. Pour mettre en place cela, il va un peu reprendre, et c'est pour ça qu'il est très inspiré de Maudoudi, cette idée qu'il faut un groupe, la jama'a, une communauté dynamique et organique inspirée par les premiers compagnons du prophète, devait être réformée en isolation de toute influence polluante. Donc toute influence polluante, c'est toutes les idées considérées comme liées à la laïcité, comme la démocratie et autres. Mais il faut un groupe sérieux pour aller conquérir l'État. Et il faut une méthode, minhaj, et une culture purement islamique, qui est purgée de toutes les influences non islamiques comme le patriotisme, le nationalisme et autres. Et ce qu'il va aussi développer, c'est pour ça qu'il est aussi dans cette idée de full and partial Muslims, cette idée qu'on peut lancer un djihad intérieur. Alors que traditionnellement, dans la tradition, disons, des plus grands penseurs, l'idée d'un djihad externe contre des puissances infidèles est totalement légitime, mais contre des gouvernants considérés comme musulmans, cela n'était pas véritablement très commun. Mais c'est dans cette idée de mettre en place le règne de Dieu, la hakimiyya, et se débarrasser des régimes dits impies, dirigés selon lui par des apostates. Donc c'est aussi cette idée du tafkir, de l'excommunion des personnes de la communauté musulmane qui n'étaient pas du tout et qui restent pas du tout la règle. Mais lui va dénoncer des régimes politiques coupables selon lui de proférer des lois de conception humaine plutôt que la charia, et va les appeler à les renversements par la force. Mais aussi, ce qui est important de comprendre avec Qutb, sa radicalisation. Qutb, c'est au début des années 20, 30, c'est plutôt un libéral qui va voyager aux États-Unis, mais qui va être, il ne va pas être du tout inspiré positivement par la société américaine, de certaines de ses mœurs et autres. Il va revenir, puis il va rejoindre le mouvement des frères musulmans. Mais au niveau des années 60, il va connaître la répression terrible du régime de Nasser. Et il va mourir d'ailleurs sous la torture. Il va subir la torture dans les années 60 du régime de Nasser et sera exécuté par pendaison pour son opposition au régime de Nasser. Et il va, durant cette période, développer ses idées. D'idées des régimes apostates, de l'ennemi de l'intérieur, qu'on peut lancer un djihad et autres, qui sera combattu très fortement, en fait, par qui ? Par le mouvement des frères musulmans, qui n'était pas du tout dans cette optique. Et c'est là où on voit les différences entre le mouvement... Et ce qui va un peu progressivement, on va dire, apparaître la division entre mouvement des frères musulmans et de plus en plus ces mouvements dits salafistes djihadistes, où on trouvait très généralement ces deux ensemble jusqu'aux, disons, années 70-80. Il y a ces divisions qui vont exister dans différents mouvements, que ce soit en Égypte, en Syrie et autres, et qui ensuite vont former, ou vont par la suite former en partie les bases de ce qu'on a appelé le salafisme djihadisme dans les années 80 avec Al-Qaïda. Certains de ces... Mais c'est quoi ? C'est de l'idée de dire, pour Hassan al-Banna, il y a une zone grise, qui est cet état. C'est ce que je vous disais entre stratégie gradualiste et seulement recours à la violence. Hassan al-Banna, pour lui, il n'y a pas de problème de participer aux élections, de créer des syndicats, partis politiques et autres. Il s'agit de transformer une réalité imparfaite par tous les moyens possibles, de construire un mouvement large. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'auteurs académiques parlent de quasiment cette idée qu'ils ont développé, les frères musulmans, cette tactique et stratégie de Gramsci de l'hégémonie. Gagner l'hégémonie au sein de la société, gagner
la réforme de la société à travers notre travail, qu'il soit politique, religieux, ce qui ne nous empêche pas parfois d'utiliser la violence, mais que ce n'est pas l'outil premier. Il faut gagner la société, réformer, que ce soit les institutions, la population et autres, pour gagner le pouvoir, pour créer un État islamique. Qutb dit non, cette zone grise, elle n'existe pas. L'impiété de l'État remet en cause l'islamité de toute la société et un tel État ne peut donc être combattu par une avant-garde éclairée qui fondera sur ses ruines l'État islamique. Donc pour lui, tout ce qui est institution d'État, élection, syndicat, c'est non. Il ne faut pas participer parce que ce n'est pas islamique. Donc la réforme comme prônée par Al-Banna n'est donc plus préconisée par Qutb qui est seulement la lutte armée. D'accord ? Et c'est là où on voit la différence. Et les mouvements des frères musulmans, leur direction, ils vont tout le temps combattre en partie ce message de Qutb. Ils vont avoir, parce qu'avec la répression terrible que subissent en partie les frères musulmans sous Nasser et autres, donc ils publient des livres en disant non, ça c'est pas notre message. Oui, c'est un martyr Qutb et autres, mais ce n'est pas notre message. Et on ne désigne pas l'excommunion et autres. Donc ils vont lutter à la fois contre cette influence. Mais comme je vous disais, les catégories sont utiles pour comprendre les différents. Vous trouvez au sein des frères musulmans des gens qui vont être très inspirés par Qutb, dire on prend une partie de ce qu'il a écrit, notamment la question de construire un parti fort. Un parti fort, mais on essaie d'exclure toute forme d'alliance politique avec des mouvements non laïques. Nous, on veut construire d'abord notre mouvement, prendre le pouvoir, et c'est notre mouvement qui doit faire la différence. Ce n'est pas de chercher des autres alliances et autres, et qui seront désignés comme qutbistes au sein des frères musulmans. Et de cette idée de, voilà, très fortement construire ce parti et voilà, espérer ce changement par nous-mêmes et sans aucune alliance politique, que ce soit avec des forces dites laïques ou avec des forces religieuses de type salafiste et autres. Que une partie de la direction aussi avait choisi dans les années suivantes. Donc vous avez aussi ces inspirations qui sont présentes, même au sein des frères musulmans qui n'avaient pas pris la voie, disons simplement de la voie armée. Ok ? C'est clair ? Les mouvements des frères musulmans vont se développer, il faut savoir, à travers, ils prennent leur naissance, comme je vous ai dit, en Égypte, mais ils sont présents à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et même une partie des pays asiatiques, mais également en Europe, où vous avez des mouvements qui se revendiquent d'une certaine manière du mouvement des frères musulmans, et ils ne s'appellent pas toujours, certaines fois ils s'appellent frères musulmans, mais des fois ils ont d'autres noms. Par exemple, c'était le parti au Yémen Islah, la réforme, où Hamas, historiquement, est issu d'une branche des frères musulmans, etc. Vous avez au Liban, il s'appelait la Jama'a Islamiyya, mais par exemple en Syrie, ils prenaient le nom de frères musulmans. D'abord, ils vont développer une relation solide avec le royaume saoudien. Ils ont des intérêts communs. Lors des années 40, 50, 60, un certain nombre des membres des frères musulmans en Égypte doivent fuir à cause de la répression, comme on a expliqué, et vont trouver refuge dans certaines monarchies du Golfe, et notamment en Arabie Saoudite, qui intègrent une partie de ces frères musulmans, particulièrement dans le ministère de l'Éducation. Ils vont écrire les curriculums, et eux vont participer beaucoup dans le développement du curriculum éducatif dans les monarchies du Golfe. Mais d'autres vont développer dans le commerce et autres. Mais il y en a beaucoup qui trouvent refuge. Et donc, ils viennent apporter un savoir-faire, une certaine expertise qu'ils n'avaient pas forcément localement dans ces pays. Et en même temps, ils vont développer aussi ils vont se développer dans les institutions que l'Arabie Saoudite développe au niveau international, la Ligue islamique mondiale et d'autres, pour faire face à la montée du nationalisme arabe, perçu comme une menace directe. Donc ils vont collaborer à ce niveau-là. Le royaume saoudien soutenant ces différentes formes d'opposition issues des frères musulmans dans différents pays, que ce soit en Syrie, en Égypte et autres, car perçus comme une menace pour leurs propres intérêts. Donc entre, je dirais, les années 50, 60 jusqu'aux années 91, il y a cette alliance durable entre les frères musulmans et les royaumes saoudiens. En même temps, il y a un embourgeoisement de certains de ces mouvements des frères musulmans, particulièrement en Égypte, où un certain nombre vont accumuler des capitaux dans les monarchies du Golfe, notamment dans la construction et autres, et vont revenir dans les années 70-80 en Égypte, parce que c'est la période de l'infitah égyptienne. Sadat aussi va établir une forme d'alliance avec les frères musulmans contre
une partie de la gauche et des anciens nassériens qui lui font face par rapport à ses politiques économiques, volonté de paix avec Israël, ouverture vers l'Occident, etc. D'accord ? Et là, ils vont revenir en Égypte et ils vont réinvestir massivement. Donc, et il y avait une forme d'acceptation du régime égyptien des frères musulmans. Sans être légalisés, ils avaient pignon sur rue. Ils avaient leurs propres écoles, leurs businessmen étaient présents un peu partout. Ils sont même présents au niveau des années 90 au Parlement. Les premières alliances aux élections, dans les années 80, ils s'allient, par exemple, au parti traditionnel libéral historique du Wafd. Dans les années 80, ils vont aussi s'investir dans les associations professionnelles et autres. Donc ils auront une présence. D'ailleurs, l'ancien président Morsi était député au Parlement dans les années 90. D'ailleurs, et c'est pour ça qu'on parle aussi d'embourgeoisement, ils vont de plus en plus adopter. Ils en étaient toujours en fonction, ils étaient toujours en faveur du libre marché, opposés aux différentes formes de socialisme et autres, mais par l'embourgeoisement encore davantage. Par exemple, on votait dans les années 90, Morsi à l'époque aussi député au Parlement égyptien, pour la libération des terres et retourner les terres aux anciens grands propriétaires terriens égyptiens qui avaient été, dans le cadre des réformes de Nasser de redistribution des terres, voilà, on leur avait enlevé des terres pour leur donner aux paysans qui travaillaient. Donc aussi une approche beaucoup plus néolibérale de l'économie. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, à la suite du 11 septembre 2001, un de ces cadres, dans la lutte contre le djihadisme, il y avait une volonté aussi de faire place à un courant des frères musulmans qui étaient alliés avec les États occidentaux. Et un des cadres des frères musulmans, qui s'appelait Khayrat al-Shatel, qui était numéro 1, et qui aurait dû se présenter aux élections présidentielles de 2012 en Égypte, mais parce qu'il avait été condamné avant, il n'a pas pu se présenter, et c'était un gros businessman. Il est millionnaire ou plus, qui avait de nombreuses entreprises, avait écrit, je crois que c'était dans le The Guardian, en 2004-2005, une lettre aux dirigeants occidentaux. Nous ne sommes pas vos ennemis, au contraire, nous sommes vos alliés et autres. Et après le début de la révolution égyptienne, un certain nombre de personnes qui vont visiter l'Égypte, et lorsque les frères musulmans étaient au pouvoir, ont été impressionnés par la politique économique néolibérale, avec des fonds d'investissement qui sont allés les chercher en disant ce sont comme nos républicains, à fond pour l'économie, un peu conservateurs religieusement, mais ils s'inscrivent dans nos dynamiques économiques totalement. D'accord ? Où vont arriver les premières discordes ou divorces entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite ? Les premières discordes, c'est tout d'abord l'avènement de la République islamique d'Iran. L'Arabie Saoudite voit ça de manière très très négative. Et une partie des frères musulmans, pas tous, vont voir ça de manière plutôt positive, notamment en Égypte. Alors que les salafistes, tout début, disent on est contre, c'est un truc chiite, donc ça n'a rien à voir avec nous, c'est mauvais. D'accord ? Eux n'avaient pas cette division chiite-sunnite qui va se développer un peu plus que les salafistes montent, ils sont obligés de... Ils voyaient plutôt la République islamique comme... Alors que les salafistes accentuaient plus sur leurs différences religieuses, eux plus sur l'aspect politique. C'est une révolution qui a gagné contre un régime dictatorial qui était pro-occidental pour les frères musulmans. Mais ça, c'est tout de suite éclipsé. Pourquoi ? Parce qu'on a l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique et vous avez la mise en place d'une sorte d'alliance de facto entre l'Arabie saoudite, les États-Unis et le Pakistan, et dans lequel les frères musulmans, à la base, dans les mouvements, vont encourager l'envoi de soldats, l'envoi de combattants. Et vous avez en fait beaucoup d'anciens membres des frères musulmans qui étaient rentrés dans une perspective beaucoup plus salafiste djihadiste, en Syrie, en Égypte, qui vont rejoindre l'Afghanistan. Et les frères musulmans encouragent cela, et l'Arabie saoudite aussi. Et c'est une manière pour l'Arabie saoudite de regagner un peu de sa prestance au niveau régional, religieux, surtout que la République islamique d'Iran ne cesse de l'accuser d'être simplement un pion de l'impérialisme américain. Donc là, il se présente comme défenseur des musulmans et autres contre l'athéisme soviétique et autres. Donc là, il y a de nouveau l'alliance qui rejoue. Ils collaborent un peu. Mais la séparation finale, c'est la Deuxième Guerre du Golfe, où une grande partie des frères musulmans vont dénoncer le fait que des armées américaines soient présentes dans les monarchies du Golfe et servent de pied-à-terre pour
lutter contre le régime irakien. Tout en étant contre l'invasion du Koweït par le régime irakien, ils vont s'opposer aussi aux interventions occidentales. Et pour ça, pour l'Arabie Saoudite, c'est une trahison. Parce que bien sûr, l'Arabie Saoudite, à ce moment-là, accueille 13 000 soldats états-uniens, plus de 10 000, okay, qui vont servir de base de lancement contre le régime irakien. Et là, il y a une discordance. Aussi, une chose qui est importante de comprendre, c'est que le mouvement des frères musulmans, il y a eu des tentatives de faire une internationale des frères musulmans, mais c'est, si vous voulez, une forme de collaboration. Mais c'était simplement des collaborations au niveau des intellectuels. Certains intellectuels étaient en collaboration, dont un des plus fameux, qui est aujourd'hui, je crois, il est en prison, sous le régime du Tunisien autoritaire, c'est Rachid Ghannouchi, qui va être véritablement un inspirateur pour beaucoup au niveau intellectuel. Mais vous aviez aussi Qardawi, un cheikh qui est décédé il y a quelques années, qui, à partir du Qatar, et à travers Al Jazeera, surtout, va gagner une audience très très importante. Mais vous n'aviez pas une collaboration directe dans les pratiques politiques. Okay, par exemple, les frères musulmans du Koweït vont soutenir l'intervention américaine pour libérer le Koweït, alors que la majorité, non. Ou bien vous avez, lorsque la République islamique d'Iran arrive, les frères musulmans égyptiens sont plutôt positifs à son encontre au début, mais les frères musulmans en Syrie, pas trop, parce qu'ils voient tout de suite l'alliance qui va s'établir entre la République islamique d'Iran et le régime syrien. Et surtout avec les massacres de 82 de Hama, voilà, il y a une alliance de facto et ils disent comment ça peut être un modèle pour nous. Oui, madame. J'ai pas bien compris, après l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, j'ai pas bien compris qu'est-ce que ça change par rapport. C'était de dire, en fait, les premières divisions qui sont apparues sur le fait que l'Arabie Saoudite voit très négativement la chute du Shah et la mise en place d'une République islamique d'Iran qui fait concurrence au niveau de la religion. Et parce qu'à ce moment-là, la République islamique d'Iran, et on verra ça la semaine prochaine plus en détail, se présente comme représentant tous les musulmans. Il ne se présente pas comme une république islamique chiite. Ils se disent république de tous les musulmans, même si dans la pratique, ce n'est pas le cas, disons. Il y a une discrimination de facto contre les populations sunnites depuis les débuts. Et voilà, ils se disent représentants de tous les musulmans, et ces monarchies du Golfe sont des pions de l'impérialisme occidental, et autres. Et dès lors, quand les frères musulmans accueillent plutôt favorablement cette république islamique, l'Arabie Saoudite voit ça d'un mauvais œil. Mais ça, c'est éclipsé parce qu'ils vont collaborer tout de suite sur la question de l'Afghanistan. D'accord ? C'est plus clair ? Maintenant, à la suite de la fin, on peut dire, de ce mariage, ou entre guillemets, cette relation étroite entre l'Arabie Saoudite et les frères musulmans, son nouveau sponsor, ça va être le Qatar. Il y avait des relations depuis les années 50, 60, aussi ils vont recevoir des membres des frères musulmans, et notamment Cheikh Qardawi qui fuit l'oppression du régime égyptien de Nasser. Donc il y avait des relations, et le Qatar va devenir vraiment le sponsor. Il va recevoir différentes vagues d'opposants des frères musulmans. Fin des années 70, début des années 80, vague d'opposants qui vient de Syrie. Syrie, répression féroce contre les membres des frères musulmans et autres. En partie en Égypte. Après, dans les années 2000, c'est plutôt d'autres monarchies du Golfe qui répriment massivement les frères musulmans qui vont recevoir. Dans les années 90, j'ai oublié, répression notamment de membres proches ou issus idéologiquement des frères musulmans, Algérie, guerre civile, Libye et autres qui vont recevoir. Aussi en Tunisie, ils vont recevoir donc. Et à travers le projet politique qu'ils vont porter les Qatar, qui va être plutôt de soutenir des membres des frères musulmans, à travers sa télé, Al Jazeera, qui va employer pas mal de membres ou ex-membres des frères musulmans, liés avec Hamas, ils vont soutenir généralement les frères musulmans, ils vont devenir un peu les nouveaux parrains. Jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a des contradictions politiques. Et d'ailleurs, la question des frères musulmans sera une pomme de discorde, si vous vous rappelez, entre l'Arabie Saoudite, Émirat d'un côté, et le Qatar, lorsqu'il y aura le dit blocus du Qatar pendant 4 ans, entre 2017 et 2021. Mais c'était surtout la politique étrangère indépendante du Qatar qui posait problème pour l'Arabie Saoudite à la suite des printemps, 10 printemps arabes de 2011. Où généralement l'Arabie Saoudite, encore une fois, pas tout le temps, mais l'Arabie Saoudite et les Émirats ont soutenu les anciens régimes, et Qatar et Turquie ont plutôt soutenu l'émergence des frères musulmans dans différents pays. D'accord ?
Donc ça, c'est les différentes dynamiques des mouvements des frères musulmans qu'on peut trouver. Est-ce qu'il y a des questions? Donc maintenant, s'il n'y a pas de questions, on continue sur l'origine, développement des mouvements fondamentalistes chiites. Tout d'abord, comprendre aussi le contexte de ces émergences. C'est aussi le contexte politique, la peur de voir émerger des mouvements concurrentiels au sein de la société ou des changements sociétaux. Donc c'est la montée des mouvements nationalistes arabes en Irak ou mouvements communistes. En Iran aussi, vous avez le fait que le développement de différentes idéologies plutôt s'inscrivant dans des formes de laïcité, libéraux, démocrates, de gauche et autres. Et face, en fait, la différence principale que vous avez au sein de l'islam chiite, c'est que vous avez des marja, des marja'iyye, qui sont, ça veut dire des formes d'organisation indépendantes et qui sont aussi transnationales, d'élites cléricales chiites, qui sont beaucoup plus indépendants des États. Comme je vous disais, la différence entre l'Empire ottoman qui va développer des élites religieuses qu'on a pu voir dans les États dits postcoloniaux jusqu'à aujourd'hui, des élites religieuses affiliées au pouvoir central. La différence en Iran, en Irak, c'est malgré les tentatives de captation de ces élites chiites qui ont leur propre source d'accumulation de capitaux en fait. Ils sont propriétaires de terres, ils ont leurs propres écoles, services de charité et autres, et ils ont développé une forme, même si le terme n'est pas exact, mais de clergé, indépendant des États, que ce soit iraniens ou irakiens. Et ce sera une bataille constante en partie de ces deux États d'essayer de capter ces élites. Et ils voient leur pouvoir un peu remis en cause par les États modernes naissants, qui essayent de les capter en partie, mais aussi par des mouvements qui vont se développer à la base au sein de leur société, que ce soit de gauche et autres. Aussi les réformes agraires, comme je vous ai dit, qui remet en cause leur capacité d'accumulation de capitaux. Parce qu'eux étaient grands détenteurs de terres. Aussi les nouveaux codes de famille, ça leur coupe un peu l'herbe sous le pied. Parce qu'auparavant, si vous avez le développement de codes de famille indépendants de l'orbite religieuse, d'habitude dans l'orbite religieuse on va les voir et on paye ces services. Mais si on développe un code de loi indépendant, ou séparé de ces élites religieuses, vous coupez aussi une partie du financement et d'accumulation de capitaux. Et donc de l'influence sociétale que vous avez sur la société. Donc ça, ils vont commencer à se réagir par rapport à ces développements que vous appelez, qui émergent dans les sociétés. Donc déjà, donc aussi dans le cadre islamique chiite, vous avez différentes références religieuses. Okay, on verra, vous avez Najaf, en Irak, qui a son propre élite religieuse. Vous avez aussi Kerbala, mais en Iran, c'est Qom. Aujourd'hui, vous avez différentes références religieuses, au sein qui sont transnationales. Par exemple, vous avez la référence religieuse de Khamenei en Iran, qui essaye de prendre d'ailleurs le dessus sur l'Irak, ce n'est pas encore le cas. Vous avez en Irak une propre référence religieuse. Auparavant, au Liban, vous aviez Mohamed Hassan Fallallah, qui avait la propre référence religieuse. Ça veut dire que quand ils ont on parlait un peu comme Instagram ou tout ça, vous avez des followers. Plus vous avez de followers, plus vous avez de puissance. Et c'est parce que ces gens, ces followers, payent une partie de leurs taxes vers les institutions religieuses ou versent leurs référents religieux. Et dès lors, ce qui leur permet de développer des institutions de charité, des écoles et autres. Et ça, c'est ce qui développe leur puissance. D'accord ? Donc vous avez des réactions qui ont lieu, que ce soit en Irak, particulièrement, qui est une majorité chiite, donc, notamment parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui est attirée vers ces nouveaux partis, notamment le Parti communiste irakien, qui sera le plus grand parti communiste du monde arabe avec le Soudan. C'est les deux pays où vous aurez les plus grands partis de masse de ces partis. Et d'ailleurs, une partie de la jeunesse, et quand je vous disais qu'on envoie des étudiants chiites un peu partout du Moyen-Orient, que ce soit à Najaf ou à Karbala pour faire les écoles religieuses, et donc du Liban. Et il y avait un auteur, maintenant j'ai perdu son nom, c'est pas Moussaoui, c'est un autre. Bref, d'une famille libanaise, aussi une famille religieuse et autres, qui va expliquer comment elle a été envoyée en Irak pour devenir, un clerc religieux, si on veut dire,
une référence religieuse islamique pour développer son corpus religieux. Et il dit, je suis parti pour qu'on me mette le turban et je suis revenu avec le manifeste du Parti communiste. Hassan Mourouek, voilà, j'ai retrouvé Hassan Mourouek, qui sera assassiné dans les années 80 par ce qui va devenir le Hezbollah. Et lui part, donc voilà, il fait partie d'une famille traditionnelle pour développer son corpus religieux, et c'est là-bas où il va apprendre, et il va entrer, où il va être très proche du Parti communiste irakien, et il va revenir au Liban en revenant communiste, au très grand déplaisir de sa famille d'ailleurs, et il va rentrer au Parti communiste libanais, il va devenir voilà, un de ses principaux idéologues. Mais voilà, ça a attiré, c'est juste un exemple parmi d'autres, ça a attiré beaucoup de cette jeunesse irakienne, et y compris au niveau de la population chiite. Et donc, ça va devenir leur principal. Il faut s'organiser, une partie du clergé chiite, pour faire face à ces changements au niveau sociétal, l'attrait que peut avoir le Parti communiste irakien sur cette jeunesse. D'ailleurs, une fatwa sera mise en place qui dit quoi le Parti communiste est illicite, donc il ne faut pas en faire partie et autres. Donc comme je vous disais, ces grands marjaïs, ou références islamiques, vous avez Khomeini qui va se développer en Iran, et en Irak, ce sera Mohammed Baqir al-Sadr qui sera l'inspirateur de ce qu'on appelle, et qui est toujours présent aujourd'hui avec une grosse influence, le parti al-Dawa en Irak. Comme dans les autres, il y a une volonté de rejeter le processus de laïcisation et l'influence occidentale, vu comme un effet de l'impérialisme. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez beaucoup de mouvements intégristes religieux qui vont par exemple caractériser que ce soit la laïcité, le féminisme, tout ce qui est mouvement LGBTIQ comme une forme d'impérialisme occidental. Okay. Et il y a de nombreux débats, parce qu'il y a certainement une instrumentalisation de certains de ces mouvements au niveau des puissances occidentales, lorsque par exemple ils élèvent dans certaines sociétés le drapeau LGBT sur leur ambassade. Aujourd'hui, il y a une instrumentalisation qui est faite, mais de l'autre côté, il y a aussi une instrumentalisation qui est faite de ces mouvements intégristes en déclarant toute chose qui serait soi-disant en dehors de nos sociétés. Nous sommes les véritables endogènes de nos sociétés, et toutes ces pensées qui peuvent venir de droite et à gauche sont déclarées comme une forme d'impérialisme occidental, sans qu'eux-mêmes rejettent les dynamiques économiques, politiques de l'impérialisme occidental très souvent. D'accord ? Pour vous donner un exemple, le parti al-Dawa en Irak est arrivé au pouvoir en partie grâce au char américain après 2003, qui les a mis au pouvoir, revenir avec ces différents mouvements intégristes et autres. Donc il y a aussi une volonté, encore une fois, on voit qu'il y a ces similitudes, modernisation et institutions religieuses qui sont considérées comme pas assez actives au sein de la société. Hein ? On veut sortir d'un climat traditionnel et on veut qu'on soit plus proactif. Offensif contre les philosophies matérialistes, c'est-à-dire communisme, nationalisme et autres. Encore une fois, l'islam est un système total répondant à tous les maux de la communauté. Donc on voit là un peu similaire que par rapport au mouvement des frères musulmans et autres, et d'ailleurs ils vont s'inspirer les uns et les autres. Santé. Les deux penseurs contemporains, comme je vous ai dit, Khomeini, on le verra plus la semaine prochaine, plus en détail. Et là on va se concentrer plus sur Sadr, qui était le guide spirituel de ce qui va fonder le parti al-Dawa. D'ailleurs, Baqir al-Sadr sera assassiné avec sa sœur par le régime de Saddam Hussein en 1980, et le parti al-Dawa sera considéré comme interdit en Irak et coupable de la peine de mort si vous étiez membre de ce parti. De nouveau, l'objectif est un peu le même, comme on disait, c'est de créer une avant-garde islamique militante et la construction d'un État islamique. Il va aussi diriger un magazine, que ça s'appelle l'Association des Oulémas Al-Adwa Islami, les Lumières Saintes Islamiques, et lequel collaborent aussi des jeunes clercs libanais. On verra Fadlallah, Shamseddin, qui sont des références islamiques chiites au Liban, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on reviendra, c'est aussi ce qu'on appelle la Najaf Connection. Ça veut dire, vous avez des étudiants de tout le Moyen-Orient chiite qui viennent étudier à Najaf et qui sera la base de futurs partis al-Dawa qui seront formés un peu partout au Moyen-Orient, au Liban, aux Émirats, au Koweït, au Bahreïn, etc. Baqir al-Sadr, il va voir tout de suite que son problème, par rapport à l'attrait de la jeunesse, il faut s'attaquer aux idéaux matérialistes et particulièrement au Parti communiste et au marxisme. Et deux de ses livres, Iqtisaduna et Falsafatuna, notre économie et notre philosophie, a ce but principal. C'est de critiquer et d'empêcher
que les jeunes soient attirés vers le communisme. Et bien sûr, lui prône l'islamisation de la société, la mise en place d'un État islamique pour répondre à la justice sociale, pour apporter bonheur et prospérité à la population face à des autres mouvements qui sont exogènes à nos sociétés, d'accord ? Et donc, dans son système économique qui n'est pas très clair, disons, bien sûr, il inclut la propriété privée et publique, et il dit que l'État islamique peut, selon les besoins, adopter tout un certain nombre de politiques, mais il dit, en soi, la propriété privée est aussi une chose très importante et fondamentale. Ça, c'est une constante au sein des mouvements intégristes religieux, quels qu'ils soient. Mais pour lui, les problèmes socio-économiques de la société ne sont pas dus aux dynamiques, en fait, profondément économiques. Il a deux raisons principales. C'est le caractère inhérent, essentiel, oppressif de l'homme, résultant de l'amour de soi. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un État islamique et de l'islamisation de la société pour empêcher ce sentiment. Et l'inefficacité de l'homme dans l'utilisation des ressources économiques. Selon lui, la solution est donc religieuse, l'État islamique. D'accord ? Donc pour lui, et ça c'est quelque chose aussi qui sera développé à travers les mouvements du fondamentalisme religieux islamique, il se pose toujours en opposition à la fois à l'Est et à l'Ouest. On verra la semaine prochaine avec Khomeini, c'est ça ce modèle. Qu'est-ce qu'on veut dire par Est et Ouest ? On refuse à la fois le capitalisme et le socialisme, qui sont des idéaux matérialistes loin de notre tradition islamique. Mais dans les faits, c'est toujours, disons, des dynamiques très proches du capitalisme qui sont souhaitées. Alliance généralement de ces mouvements fondamentalistes religieux avec les partis de la bourgeoisie et autres. Alors, et comme aussi une partie, notamment en Syrie, on va avoir un penseur islamique qui s'appelait Mustafa Sebahi, qui va développer l'idée de socialisme islamique. Et pour certains, après, académiciens ou universitaires, ça montrera une preuve comme quoi les frères musulmans avaient une aile gauche. Mais bon, quand vous voyez ce qu'il voulait dire par socialisme islamique, il disait, bon, tout ce qui est nationalisation, socialisation, c'est pas bien et la lutte de classe, c'est pas bien parce que ça divise la Ummah, la nation islamique. Et dès lors, ce qu'il faut, c'est la charité. La charité entre le propriétaire d'une usine et ses salariés. Et par la profession de foi islamique qui nous unit et tout, on pourra avoir des bonnes relations. Mais pourquoi il utilise ce terme à ce moment-là ? C'est parce que les mouvements nationalistes arabes, communistes sont très en vogue, sont dominants au sein de la jeunesse, dans les universités et autres. C'est pour ça qu'il va adopter cela. Ce qui est intéressant de voir, c'est que son texte sera utilisé, le livre Socialisme islamique sera utilisé par Nasser en Égypte pour dire, vous voyez, même les membres des frères musulmans en Syrie, ils utilisent le socialisme islamique, alors que vous me dénoncez comme un impie les frères musulmans en Égypte. Donc, c'est assez intéressant de voir ces dynamiques. Mais toujours, ils sont placés plutôt dans une dynamique, voilà, défense de libre marché et autres jusqu'à aujourd'hui. Donc, encore une fois, voilà, vous avez le développement de ces mouvements islamiques chiites, surtout dans les années 60, les shirazistes, donc c'est une autre partie d'un mouvement fondamentaliste chiite, qui remettent en partie, donc le principal fondateur, ça c'est un peu dans les détails, s'appelait Shiraz, remettait en cause ce qu'il appelait l'élite de Najaf. Donc les élites religieuses, c'était plutôt El Dawa et tout ça. Et lui, il va plutôt partir de Kerbala et d'autres, dans un mouvement, mais aussi qui s'inscrit dans le fondamentalisme islamique chiite, mais qui a un peu de concurrence avec El Dawa. Ces mouvements vont plutôt voir d'une bonne position, ils vont plutôt célébrer la mise en place de la République islamique d'Iran et la théorie de l'exportation de la révolution et du concept du pouvoir du juriste théologien, même si il y a des débats. Et de plus en plus, ces mouvements, aussi dus aux évolutions politiques, du contexte politique, vont s'éloigner de ce contexte. Par exemple, Parti ad-Dawa va plutôt parler d'un État islamique, dans une gouvernance islamique, mais pas forcément avec le pouvoir d'un Khomeini. Il se parlait plutôt d'un gouvernement islamique, ça peut être dit des civils, pas forcément des élites religieuses qui sont à sa tête, mais dans une perspective d'État islamique. Plus proche, dans ce cadre-là, du mouvement des frères musulmans, qui n'a jamais voulu en soi que ce soit des élites religieuses à la tête. Mais le plus important, c'était la gouvernance islamique. C'est une différence qu'ils ont aussi avec les salafistes. Et de même, on voit ces débats avec Khomeini et la République islamique d'Iran. D'accord ? Donc on a parlé déjà al-Dawa, de la Najaf Connection, que moi, ils se sont développés un peu partout. Et d'ailleurs, un certain nombre de membres du Hezbollah libanais étaient issus de Dawa.
avaient fait leur classe, notamment en Irak, notamment Hassan Nasrallah et d'autres, pour développer leur corpus religieux. D'accord ? Ce qu'il faut savoir aussi, comme dans d'autres États arabes, jusqu'aux années 70, pas toujours selon les États, mais par exemple au Bahreïn, quand Dawa va se développer, ils n'étaient pas vus négativement par la monarchie. Leur problème principal, c'était les nationalistes arabes et la gauche. Et donc au début, et donc c'était en majorité sunnite, alors le gouvernement, le Bahreïn, c'est une majorité chiite de population avec un émir qui est sunnite. Mais à cette époque-là, le fait que donc Dawa soit chiite ne les dérangeait pas. Et donc va plutôt les encourager au début pour faire face à la montée des mouvements nationalistes arabes et de gauche. Et quand, à la suite de l'avènement de la République islamique d'Iran, l'affaiblissement des mouvements de gauche nationalistes, non, ils vont devenir les ennemis. Et c'est là en fait où vous avez dans les années 70-80, les différences confessionnelles vont exploser ou vont se renforcer au Moyen-Orient qui sont dues aux résolutions ou des dynamiques politiques. L'instrumentalisation qui est faite de ces différences entre d'un côté la République islamique d'Iran et de l'autre l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe. Et vous avez la construction aux monarchies du Golfe de cette idée de l'ennemi chiite, où les chiites sont la 5e colonne de la République islamique d'Iran. Et au Bahreïn, c'est vraiment à ce moment-là où vous avez cette politique de discrimination qui se met en place dans certains ministères et autres, et qu'on fait venir des travailleurs, que ce soit pour la sécurité, la justice et autres, issus des Arabes sunnites ou des Pakistanais sunnites pour remplacer une partie des populations chiites dans les ministères. Mais c'est seulement après ça. Et c'est là où on voit que les dynamiques sont politiques avant d'être confessionnelles. Et c'est ça important aussi de comprendre dans ce cadre-là. J'ai un peu trop parlé comme d'hab. Le djihadisme moderne, on va essayer de faire ça dans 10-15 minutes. Qu'est-ce que c'est l'émergence d'Al-Qaïda ? Encore une fois, bon là de nouveau j'ai fait une erreur, c'est pas 3 événements importants, disons c'est l'émergence, c'est 3 événements importants. Certes, on pourrait encore en rajouter. C'est tout d'abord l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. D'accord ? On en a déjà parlé. La révolution iranienne qui se transforme en révolution islamique sous la direction du mouvement khoméniste et une volonté aussi de faire un peu de manière similaire ou d'avoir aussi leur propre victoire, entre guillemets. La signature du camp de David entre Égypte et Israël va aussi radicaliser une partie du salafisme vers le djihadisme. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est la répression qui va suivre en Syrie et en Égypte. Syrie, les massacres de Hama, où vous avez un développement d'un salafiste djihadiste, ils vont fuir, et une partie de ses membres, qu'on appelait, qui faisaient partie en fait de la Taliya islamique. La Taliya islamique, l'avant-garde islamique, qui seront des combattants et autres, qui seront aussi des relations un peu des fois conflictuelles avec les frères musulmans. Mais vont rejoindre l'Afghanistan. Et une partie des salafistes djihadistes en Égypte qui vont assassiner Sadat vont aussi rejoindre l'Afghanistan. Et la rupture avec l'Arabie saoudite, qui soutient d'abord ces mouvements au début, c'est la deuxième guerre du Golfe. Ben Laden arrive en Arabie saoudite et dit « Mes combattants, qui ont une expérience de l'Afghanistan, est prêt à vous aider face à l'invasion et aux menaces irakiennes de l'Arabie saoudite. » Il n'est pas reçu avec beaucoup de sérieux. Il dit « On préfère quand même les Américains, c'est plus sûr. » Et là, ça va accélérer la création d'Al-Qaïda, qui déjà était en transformation ou en mouvement dans les années 80, et ils vont de plus en plus déclarer le djihad international. Il y a 4 personnages principaux. On entend souvent parler d'Oussama Ben Laden. Ben Laden, si vous voulez, c'est la figure. C'est la figure, mais avec très peu de fonds intellectuels. Très peu. C'est lui qui va apporter le financement en partie, mais qui va devenir un peu la figure. Mais le véritable intellectuel au début, c'est Abdullah Azzam. C'est lui qui va développer l'idée du djihadisme international, d'abord contre l'Union soviétique, mais très tôt aussi contre les États-Unis. C'était initialement un membre des frères musulmans palestiniens, mais présent en Jordanie, et qui sera mis dehors après pour rejoindre l'Arabie saoudite, et qui va servir de recruteur pour les réseaux de combattants qui vont au Pakistan, puis ensuite en Afghanistan, pour créer ces combattants arabes dans la résistance contre, ou dans le combat contre l'URSS. Il sera assassiné dans des circonstances peu claires au Pakistan, et c'est lui qui va fonder ce bureau de recrutement qui sera appelé Al-Qaïda, et c'était le véritable un peu intellectuel de cette perspective. Ayman al-Zawahiri aussi sera, jusqu'à aujourd'hui, un des chefs
d'Al-Qaïda et un des intellectuels. Il faisait partie des salafistes djihadistes égyptiens du groupe qui a assassiné Sadat. Zarqawi, pourquoi il est important? C'est lui qui sera en partie le fondateur du groupe Al-Qaïda en Irak, après l'occupation américaine de l'Irak. Mais c'est lui aussi qui va les origines du divorce entre Al-Qaïda et État islamique, parce qu'il y a un débat. Il y a un débat sur le fait qu'est-ce que est notre priorité pour construire le mouvement Al-Qaïda en Irak après l'occupation américaine. Ben Laden et Zawahiri disent qu'il faut se focuser sur la lutte contre l'occupation américaine. Lui dit non. Pour recruter, il faut qu'on crée les conditions pour une fitna, une vraie discorde religieuse. Et ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux chiites. Ça va nous permettre de recruter massivement au sein des sunnites. Et Ben Laden et Zawahiri, pas qu'ils aiment beaucoup les chiites, étaient plutôt contre, en disant non, on ne doit pas faire cela et tout ça. Et cela sera un peu l'origine de ce qui va expliquer la division entre État islamique et Al-Qaïda, dans ce cadre-là. Et aussi, c'était d'autres débats entre l'ennemi intérieur, extérieur ou pas, mais il y avait un certain nombre de débats, et ça montre que même au sein des mouvements djihadistes, pour ceux qui disent, voilà, il n'y a pas de débat, il y a beaucoup de débats politiques sur ces questions. Sur la création de l'État islamique, vous avez 3 dates importantes, juste sans aller en détail, mais qu'est-ce qui sont un peu les contextes et son développement de l'État islamique en Irak, parce qu'il y a aussi ses spécificités. Au-delà de la division Al-Qaïda-État islamique, qui sera formellement vraiment le cas à partir de 2013-2014, vous avez différentes raisons. C'est déjà l'islamisation de la société sous Saddam Hussein, dans les années 90, où on ajoute Allahu Akbar sur le drapeau irakien, mais une grosse politique d'islamisation. Et une partie des futurs cadres de l'État islamique sont des anciens cadres de l'État ba'athiste des années 90, mais qui a une islamisation grandissante dans ce cadre-là. Et l'empêchement de toute vie démocratique aussi en Irak et autres. La principale raison, je pense, de l'avènement de l'État islamique, c'est l'occupation et l'invasion américaine de l'Irak. Sans cela, on ne sait pas s'il y aurait eu un État islamique. C'est très clair. Et les politiques qu'ils ont mises en place, un gouvernement confessionnel et le gouvernement irakien qui vont se succéder sous le parti Dawa, vont développer des politiques dites d'antiterrorisme et qui criminalisent une grande partie de la population sunnite, qui sont considérés comme toute opposition. Voilà, ce sont des Al-Qaïda, ce sont des États islamiques, alors que ce n'était pas le cas, très souvent. Les interventions étrangères aussi qui nourrissent les divisions confessionnelles. D'un côté, la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite. Et les processus révolutionnaires de 2010-2011 et les répressions qui s'en est suivies sont aussi des raisons de l'avènement de l'État islamique. Il faut savoir que les principaux idéologues de l'État islamique, quand ils voient d'abord la révolution en Égypte, Tahrir Square, ils disent c'est quoi ce bordel? Des hommes et des femmes ensemble en train de manifester. Les slogans démocratie, justice sociale, égalité, c'est à l'opposé de tout ce qu'on peut, et donc voient très mal, voient d'un très mauvais œil tous ces mouvements. D'ailleurs, quand vous regardez les premiers, il y a les journaux de l'État islamique qui étaient encore disponibles, c'était intéressant à lire, des premiers combattants de l'État islamique ou des autres qui arrivent en Syrie. Et les premiers combattants qui arrivent, ils venaient de différents pays, de la région ou d'Europe. Ils disent, mais dans quel bordel je suis tombé? Ils chantent, ils ne portent pas la barbe, ils fument. Donc ça, c'est en 2012, en Syrie. L'armée syrienne libre, mais c'est quoi ce bordel? Ils ne parlent même pas d'islam, ou très peu. Non, là, vraiment, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. On est arrivé et tout. Mais bon, progressivement, ils vont gagner du terrain. Et vont mettre en place, comme on a vu, le califat et autres. Mais au début, ils voient d'un très mauvais œil. Et en fait, ils vont progresser dans les cendres, en partie, de ces processus révolutionnaires, de la contre-révolution, des répressions massives, qui va radicaliser une partie des populations. Pour vous donner un exemple, encore une fois, l'évolution des idées, mais aussi due au contexte politique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un manifestant syrien qui s'appelle Abdallah Sarout, qui était le chanteur de Homs, qui allait au début de la révolution. C'était un gardien de foot en Syrie, qui va devenir une icône. Et au début, il chante sur les estrades avec des personnes alaouites, Fadwa Soleiman, une actrice.
Il est un peu très populaire, il a une pratique de la religion, de l'islam populaire et autres, des références religieuses et autres, mais pas du tout dans un ordre. Et il va rejoindre à la fin Jabhat el-Nusra, après le siège de Homs et tout, parce que c'était pour lui, aussi avait eu la répression massive, et c'était aussi des combattants avec une expérience, avec des moyens, qui pouvaient combattre. Mais c'est aussi voir cette évolution, comment ils ont pu grandir ces groupes, par la répression massive en partie. Mais ils sont remis en cause. Donc en conclusion, qu'on voit tous ces différents mouvements, leur évolution, les débats politiques, leur importance encore sur la scène politique, pour les comprendre encore une fois, c'est comme j'ai dit souvent un des maîtres mots, c'est de comprendre que ce sont des mouvements politiques issus de la modernité politique dans laquelle on vit, de notre histoire contemporaine. On ne va pas comprendre même l'État islamique, même Al-Qaïda, en allant lire le Coran, comme certains analystes peuvent expliquer, en expliquant qu'il y a 1400 ans en arrière, voilà ce qui s'est passé, on comprend la violence qui a eu lieu par les combats qui ont pu se passer lors de l'établissement du premier empire ottoman, l'empire omeyyade ou abbasside et autres. On comprend l'avènement de ces groupes allant des frères musulmans à Al-Qaïda, à Daesh, dans la modernité politique. Et il n'y a pas plus moderne politiquement, dans leur construction, dans leur évolution, que Daesh, que Al-Qaïda. On les comprend par rapport aux évolutions politiques, pas en allant comprendre quelle théologie islamique ou autre. Donc ça, c'est très important de voir cela, parce qu'il y avait eu une tentative de l'ancien premier ministre, ou je crois qu'il était ministre de la Justice à l'époque, lors des opérations terroristes en France de Daesh, de dire, déjà essayer d'expliquer ces attentats où Daesh, c'est déjà les justifier. Bon, bien sûr, c'est une bêtise monumentale, il y avait eu une réponse d'un certain nombre d'universitaires académiques, mais surtout, la meilleure manière, si on veut véritablement lutter contre ces groupes, c'est justement d'essayer de comprendre leurs origines et de leur développement. Sans cela, ce sera très très compliqué, parce que la réponse militaire, comme on peut voir, a été un échec jusqu'à aujourd'hui. Disons, si c'était une entreprise capitaliste, la lutte contre l'antiterrorisme, ce serait fait faillite depuis très 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 longtemps. Au contraire, la lutte contre l'antiterrorisme, soi-disant, a mené, au-delà des sociétés plus autoritaires chez nous, à quelque chose de pire que Al-Qaïda, qui s'appelait l'État islamique. Donc ça montre encore une fois les raisons politiques, économiques, sociales, sous-jacentes de ces groupes, et qu'il faut d'ailleurs donc les comprendre par ces moyens, encore une fois par les outils sciences sociales qu'on utilise pour d'autres régions du monde, et non leur déni. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous en prie. Juste une question par rapport à la révolution en 2011 de Tahrir en Égypte. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce qu'il n'y a pas eu que à la place Tahrir, il y était aussi dans la mosquée vers Medina Nasr, où c'était aussi les frères musulmans étaient très présents, et puis ils ont méga aussi. Il y avait un grand climat de peur. Même quand on parle aux personnes qui étaient là-bas, durant ce moment-là, il y a eu un énorme exode aussi des populations chrétiennes égyptiennes qui avaient peur. Enfin, c'était pas non plus hyper en mode. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y avait là quand même une grande présence des frères musulmans derrière et puis pendant le mouvement. Et je sais pas si. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre. J'ai l'impression que souvent on présente les printemps arabes et surtout la révolution en Égypte comme quelque chose de hyper démocratique et de très populaire, etc. Alors qu'au final, c'était pas tant que ça et que les populations locales avaient aussi très peur de ce qui se passait. Enfin, je sais pas si... Non, mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai dans le sens que les mouvements des processus révolutionnaires sont quelque chose qui ont fait peur, comme ils ont réjoui pour une partie de la population. Alors, il y a différentes dynamiques dans ce que vous avez dit. Le mouvement des frères musulmans officiellement rejoint le soulèvement populaire 3 à 4 jours après. Ils étaient plutôt dans une phase de dialogue jusqu'à fin 2010, ou tentative de dialogue avec le régime égyptien. Mais il y a tellement une corruption dans les élections qui ont lieu en 2010, en Égypte, qui refusent les élections, qui sont une blague. Et donc ils appellent à rejoindre le soulèvement populaire 3 jours après son début. Mais une partie des jeunes avaient déjà rejoint.
Mais tout en appelant à rejoindre, il y a des négociations qui ont lieu entre le haut commandement militaire et une partie de l'opposition dont les frères musulmans font partie. Et plus le mouvement grandit, plus il y a une pression qui est faite sur le haut régime militaire qui va finalement sacrifier Moubarak pour se sauver lui-même. Ce qui va se passer avec Morsi. Donc les frères musulmans vont en partie participer, du même parti, une partie des salafistes vont participer. Mais les mots d'ordre sont très inclusifs à ce moment-là. Donc c'est les slogans, c'est démocratie, justice sociale, le pain en l'occurrence, Aïch, Hari ou Karame. Aïch, ça veut dire le pain en égyptien. Donc liberté et dignité. Et en l'occurrence, de même, il y a une partie qui a peur, oui, mais l'Église était aussi rentrée en dissidence avec le régime depuis longtemps, en partie, surtout après les attentats qui avaient eu lieu en quelques semaines auparavant, le 25 janvier. Qu'on ne sait toujours pas véritablement les auteurs, si c'était le régime ou le djihadiste qui avait fait ça. Et il y avait déjà des discordances, en partie. Il y avait une partie qui avait peur, mais il y a une partie des Coptes qui ont participé, notamment des militants, mais une grande majorité avait peut-être possiblement peur de l'arrivée des frères musulmans, comme en Syrie, il y avait une partie qui avait peur, pas simplement au sein des chrétiens, mais de la population plus généralement, aussi des musulmans et autres, qui avaient peur de l'arrivée des frères musulmans. Mais en l'occurrence, au début, c'était vraiment un mouvement où les frères musulmans jouent un rôle, mais ne sont pas du tout dominants. Et sa direction voit plutôt... Ils ont toujours dans une perspective, ils n'aiment pas les révolutions. Parce qu'un mouvement large par en bas, ils ne peuvent pas vraiment contrôler. Et ils vont perdre une partie de leurs membres à cause de ça. Et ils vont perdre une partie de popularité en 1 an seulement. Il faut savoir qu'aux élections législatives de fin 2011, les frères musulmans gagnent 49% à peu près. Du Parlement. 6 mois après, leur candidat au présidentiel gagne seulement 25%. Il va y avoir une opposition qui va grandir très fortement au sein de la population. Et il y avait aussi des luttes au niveau du pouvoir qui laissaient une place pour s'organiser. Honnêtement, pour avoir été 4 fois en Égypte, entre 2011 et 2013, il y avait beaucoup d'opposition, même si les frères musulmans tentaient, bien sûr, de contrôler l'État et autres. Mais même au niveau de l'État islamique, pour vous dire, l'expérience de Morsi, pour eux, ça montre que les frères musulmans ont tort de faire confiance aux institutions. Et pour eux, ils étaient très opposés aux frères musulmans. J'ai des amis qui me racontent en prison que c'était des membres des frères musulmans en partie qui les défendaient face à l'État islamique. Parce qu'ils étaient de gauche, donc athées, tout ce qui va avec comme considération pour ce genre de personnes. Donc il y avait une dynamique très forte. Et dans toute forme de révolution, c'est pas un seul mouvement avec une seule couleur. Vous avez différents partis politiques. Vous avez la gauche, vous avez la droite, vous avez le centre et autres. Même chose, mais ce qui est important de dire, c'est qu'ils n'étaient pas dominants, ce genre de mouvement, dedans. Mais par contre, ils étaient les plus organisés. Les frères musulmans, les salafistes, surtout en Égypte, où vous avez eu pignon sur eux pendant des décennies. Ils avaient eu la possibilité de s'organiser. Pas comme le reste, une partie. Ils avaient l'institution de charité, ils avaient différentes choses. Ce qui était moins le cas en Syrie. Le fait que les frères musulmans n'avaient pas un pignon sur rue comme en Égypte. C'était différent. Donc la peur était présente d'une partie de la population. Ça, c'est vrai, totalement. Mais il y avait véritablement ces 18 jours, il y avait des prières qui étaient faites en commun entre coptes et musulmans. L'idée de... ce slogan aussi, le pays pour tous et la religion à Dieu, était aussi en partie dit. Il y avait le croissant et la croix qui était mis souvent en avant. Après, le côté, comme j'appelle, parce que pour moi il y a différentes formes de contre-révolution, frères musulmans, c'est très vite allié, la direction, avec le haut commandement militaire. Par exemple, en mars 2011, mi-mars 2011, il y a une constitution temporaire qui est votée, où en fait les révolutionnaires, en grande partie de gauche, des démocrates, votent contre, mais les frères musulmans avec l'armée disent qu'il faut voter pour, et tous ceux qui votent contre cette constitution temporaire sont des infidèles. L'armée est une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Et ils ont voulu chercher une alliance avec une partie des militaires en essayant de prendre le contrôle de l'État. Mais ça a été un échec complet. Voilà. Donc oui, il y avait ce sentiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine.